Antoine était prématuré. Il pesait 1,960 kg à sa naissance, le 22 août 2003, 2,5 kg le 25 septembre, 2,940 kg le 6 octobre. Il s'accrochait à la vie, l'enfant. Là, il ne pouvait pas lutter contre l'alcool et la violence. Dernier biberon, le 11 octobre à 23 h. Sa mère est encore vivante. Le 12 octobre, son grand-père au téléphone l'entend pleurer. Et ça, c'est le dernier signe de vie d'Antoine. Qu'est-il advenu d'Antoine? Est-il mort de faim ou de soif? Si oui, où le petit corps a-t-il été enterré? Ou plutôt, a-t-il été volé, échangé? Et contre quoi? En fait, on n'en sait rien. La justice a fait un choix, je vais vous le raconter, mais il y a des zones d'ombre. Au départ, Antoine avait eu la malchance de naître entre Frédéric et Sandrine, deux paumés, que la naissance d'Antoine aurait pu sauver de leur dérive, mais c'est le bébé qui a été emporté ou qui a disparu. Sandrine, elle a un peu plus de 30 ans lorsqu'elle rencontre Frédéric. Je ne cite pas les noms des familles qui ont déjà beaucoup donné dans le chagrin et la honte. Donc Sandrine, petite femme brune au regard vif, on la disait enjouée, paisible. Frédéric, lui, est un garçon plus taillé, crâne rasé, bagout d'aventurier qu'il prétendait être. Elle ne le sait pas trop, Sandrine, mais elle n'est pas la première dans la vie de Frédéric. Les autres, meurtries, traumatisées, honteuses, on les verra se succéder à la cour d'assises. Elles raconteront leur martyre, mais Frédéric les traitera de salopes. Elles mentent toutes, c'est toutes des salopes. Alors, Sandrine s'en rend compte tout de suite, elle sera battue, insultée, violée comme les autres. Elle confiera d'ailleurs à l'une de ses amies, mais j'ose pas partir, s'il me retrouve, il me tue. D'ailleurs, Frédéric les menacera ainsi toutes. Frédéric a créé un élevage de chiens beaucerons. Le couple s'est réfugié dans un petit mât au lieu dit les Besses, près du hameau des Sausses. Planté dans un coude du torrent de la Gironde, ce mât est très humide, pas d'eau courante, pas de chauffage, une sorte de chaumière dans laquelle Sandrine est tout de même revenue avec son bébé. Les témoins sont formels, Sandrine s'est très bien occupée de son fils. Les mêmes témoins racontent aussi ce que, même durant sa grossesse, Sandrine continuait d'être durement battue par son compagnon. Pourquoi n'est-elle pas partie? L'homme devait lui procurer sa drogue journalière et la tenir ainsi. Frédéric était issu d'une famille aisée, honorablement connue dans la région. Il était devenu addict, lui aussi, aux drogues dures dès l'âge de 13 ans. Refusé par les parachutistes, il parcourt le monde, ensuite aux frais de ses parents d'ailleurs, qui espéraient qu'il se calmerait ainsi. C'est l'inverse. Il est poursuivi et incarcéré en Colombie, en Espagne, pour vol et surtout violence commise sur des jeunes filles. Il rentre en France et continue cette vie de voyou drogué. Et de son périple, il a rapporté, si on peut dire, les hépatites B et C, et surtout le sida. Et cette mort qui le ronge lentement ravage sans nul doute son esprit. Frédéric n'est plus que violence et défi à la vie. D'ailleurs, devant les assises de Nice, Frédéric toise son père, venu raconter l'enfance difficile et les relations tendues. Fin de la déposition, Frédéric regarde et menace son père. « On réglera les comptes à la sortie, tu verras. » Le pauvre homme en avait le visage blême. Au moment où naît le petit Antoine, les services sociaux se rendent vite compte des difficultés de la situation. Une puéricultrice, elle s'appelle Antoinette, je crois, est donc chargée d'aider Sandrine, disons, de la surveiller régulièrement, afin que l'enfant ait un début de vie normal. Mais ce début, Antoine ne l'a déjà pas. Il est né prématuré, il souffrait en plus de profondes déficiences dues aux lourdes imprégnations alcooliques et toxicomanes de son père et de sa mère. Les parents de Sandrine connaissaient dans quel monde vivait leur fille, mais ne parvenaient pas à lui faire quitter cet enfer. Ils étaient quelque peu découragés. C'est ce qui explique leur réaction le soir du 12 octobre 2003. Sandrine, manifestement ivre, et elle parvient à dire que Frédéric dort. Elle leur demande de venir la chercher tout de suite. Il est près de 21 h. Elle se plaint d'avoir été battue une nouvelle fois. Mais Sandrine s'est souvent plainte ainsi. Elle refusait toujours de partir au dernier moment. Alors ses parents, pensant que c'était une dispute comme les autres, ils lui ont répondu de les appeler le lendemain. Aujourd'hui, les pauvres, c'est leur calvaire de penser qu'ils auraient pu sauver leur fille et le petit ce soir-là. Un peu plus tard, dans cette soirée du 12 octobre, Frédéric appelle son père et lui dit que Sandrine est partie en laissant le petit Antoine. Le bébé est malade.
Le grand-père entend d'ailleurs le bébé pleurer, alors il recommande à son fils de l'emmener tout de suite à l'hôpital. C'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, la dernière preuve concrète qu'Antoine est vivant. Il n'y aura plus d'autre, à moins que... Mais c'est une hypothèse. À noter que le lendemain, le 13, Frédéric répond à son père qui téléphone « Mais non, tout va bien » et qu'un médecin a réglé le problème. Mais cette fois, le père de Frédéric n'entend pas le bébé. Alors il pense qu'Antoine dort. Personne ne s'en doute, mais le drame est déjà passé par là. Le 20 octobre, Antoinette, la puéricultrice, est inquiète. Sandrine n'est pas venue avec son bébé et ça ne lui ressemble pas. Mais au téléphone, Frédéric lui répond « Faut pas que vous me laissiez comme ça, Sandrine est partie, elle m'a quitté. Ouais, elle a laissé Antoine. Pourriez pas mettre le gosse dans un truc d'accueil quelconque? Je vais pas savoir m'en occuper, moi. » Antoinette prévient tout de suite l'aide à l'enfance, mais Frédéric la rappelle. Sans doute a-t-il réfléchi au fait que la puéricultrice risque de venir tout de suite. « Ah, c'est bon, Sandrine, elle est revenue, elle a pris le gosse. » Où sont-ils? Je sais pas. Prévenez tout de même les gendarmes. Mais non, c'est pas la peine. Antoinette, la puéricultrice, elle est inquiète. Elle prévient les gendarmes qui se rendent au mât, mais il n'y a personne, ni Sandrine, ni l'enfant, ni le père. Rien de suspect à première vue. Une seule chose, tout de même, les chiens paraissent abandonnés et surtout affamés. C'est d'ailleurs à cause de ces chiens que Frédéric refait surface le 25 octobre. Il appelle son propre père pour lui demander d'aller nourrir les bêtes. Le temps passe et personne ne sait où se trouvent Sandrine et Antoine. Personne ne sait non plus ce qu'a fait Frédéric, qui n'est pas revenu au mât des Besses. Il semble disparu. Mais en fait, Frédéric est prisonnier de la drogue et de l'alcool. Il est d'ailleurs dans un tel état qu'un hôtelier de Nice appelle la police le 6 novembre pour lui demander de le débarrasser d'un individu inconscient et violent qui s'est réfugié chez lui. C'est Frédéric. Dans la chambre à côté d'un 457 Magnum, on découvre une photo de femme à peine reconnaissable. Elle est couchée sur le côté, protégeant visiblement son ventre. Elle a le visage en sang, les yeux clos. Et on lui a placé une bouteille d'alcool en équilibre sur la hanche. C'est la photo d'une morte, humiliée, et surtout d'une femme battue à mort. Et on reconnaît vite Sandrine. Quel plaisir pervers de la photographier ainsi. « Allez, dis-nous, où il est ton gosse? Où il est ton gosse? Bon Dieu, dépêche-toi » Les policiers insistent, qui pensent devoir intervenir vite pour peut-être sauver la vie d'Antoine. Je sais pas, je me rappelle plus. Frédéric, drogué jusqu'aux yeux, totalement ivre, va mettre plusieurs heures avant de reprendre connaissance. C'est d'ailleurs peut-être le début de la longue dégénérescence que l'on constatera 3 ans plus tard aux Assises de Nice. Hâve, muscles fondus, minés par le manque d'alcool et de drogue, réagissant par moments, parfois à la limite de la débilité. Le sida aussi avait fait une partie de son œuvre. C'est d'ailleurs au cours de cette audience que Frédéric a été pris d'une crise de démence au point que le président des Assises a été obligé de le faire menotter de nouveau et immobilisé par les gardes. Le 13 novembre 2003, il aura quasiment la même attitude. Ce jour-là, les gendarmes l'emmènent au mât des Besses pour faire une vraie perquisition. Et cette fois-ci, on trouve, car on cherche. D'abord, partout dans la maison, des traces de sang jusqu'au premier étage. Dans un placard, des grenades et un fusil. Dans la buanderie, une serpillière à peine rincée, gorgée de sang. Puis au bout du terrain, un cabanon. Lorsque les gendarmes s'y dirigent, Frédéric va leur dire d'un ton goguenard, là, vous n'avez rien trouvé. Mais les gendarmes y trouvent tout de même et puis découvrent d'abord que seul Frédéric a la clé de ce cabanon, ce qui sera une preuve majeure contre lui plus tard. Il pénètre, au sol, il y a une grande bâche enroulée dessous le corps de Sandrine. Les rapports des légistes, un mot seulement, et c'est terrifiant. Une tempe enfoncée, la mâchoire fracturée, des traces de coups violents partout sur le corps. Dernière précision des légistes, Sandrine était morte d'une hémorragie due à des coups violents portés au ventre. Elle avait donc agonisé durant plusieurs heures. La vérité force à dire qu'elle était ivre, 2,31 g dans le sang. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour la massacrer. Où est Antoine? Frédéric n'en dit rien jusqu'au jour où, dans une sorte de délire, il raconte « Alors, je me suis réveillé, Antoine n'était plus là, j'ai pensé qu'elle l'avait tué ou vendu, je ne sais pas. J'étais fou de colère, je l'ai tapé. Plus tard, au psychiatre, il avouera à demi-mot que ce soir-là,
Sandrine, buvant peut-être pour se donner du courage, lassée des coups et des injures, elle lui avait dit qu'elle le quittait en emmenant Antoine. Et là, Frédéric était devenu comme enragé, ces deux êtres étaient à lui, il en était le maître, elle ne pouvait pas, elle ne devait pas partir. Une bonne raclée, ça apprend aux gonzesses à obéir, voilà, s'il va se confier à un autre détenu. Cet individu, dira plus tard Bernard Sivan, l'avocat des familles des victimes, prenait un vrai plaisir, pervers, à battre les femmes, les êtres vulnérables, d'abord amoureuses, qui n'osaient plus ensuite le quitter de peur d'être attrapées et surtout tuées. Je vous le dis tout de suite, Frédéric sera condamné, première instance d'assises et appel de la même peine, 30 ans de réclusion criminelle. Seulement, pouvez-vous dire ? Sans doute, les jurés ont-ils tenu compte de son imprégnation aux drogues et à l'alcool qui ont peut-être diminué ses capacités de raisonnement au moment des faits. Avait-il réellement la volonté de tuer Sandrine et Antoine ? La version, pour Antoine, la plus simple et la plus atroce. Elle s'appuie d'ailleurs sur 2 témoignages de voisins. Le 23 octobre, soit 2 jours après les derniers pleurs entendus d'Antoine, j'ai remarqué Frédéric, dit le voisin, qui jetait dans le conteneur à poubelle un petit sac blanc, à peu près de la taille d'un bottin. Et cela m'a étonné parce que, généralement, il ne se déplaçait que pour les grosses poubelles. Les autres, c'était Sandrine. Frédéric, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac ? Demandera le président de la cour d'assises. Me souviens plus. Qu'est-ce que vous avez fait du corps d'Antoine ? Il est vivant, il est en Espagne. Et là, Frédéric donnera une adresse à Barcelone. Alors évidemment, on demandera tout de suite à la police espagnole d'aller vérifier. Bien sûr, elle ne trouvera rien, ni Antoine, ni la nourrice, ni même l'immeuble. L'agenda des biberons que Sandrine tenait méticuleusement s'arrête au 11 octobre. Sandrine est massacrée le 12 dans la journée. L'enfant est sans doute mort de faim, de soif dans les 48 heures suivantes. 2 jours durant lesquels Frédéric, drogué jusqu'aux yeux et complètement ivre, n'avait aucune conscience de ce qui s'est passé. Savait-il, était-il conscient donc de la présence du corps déjà rigide de sa femme, qu'il a ensuite découpé ? Et surtout des cris du bébé qui s'épuisait peu à peu pour se taire, toujours, va savoir. Voilà. C'était sans doute le petit bout de la vie d'Antoine.